européenne, ce n'est pas une structure qui est en dehors du capital. Ce n'est pas une structure qui est en plus en dehors du capital français. La France, comme pays impérialiste, est, avec l'Allemagne impérialiste, les deux chevaux de trait qui conduisent la bourgeoisie européenne. Et s'il y a des gens qui sont moins bien traités que d'autres dans les différentes bourgeoisies, c'est parce que la France et l'Allemagne sont à la tête justement de toutes les politiques antisociales qui s'instaurent, même s'il y a des divergences entre eux, même si aujourd'hui les uns sont pour la rigueur budgétaire et les autres se disent qu'avec un peu moins de rigueur budgétaire et plus d'austérité, on y arriverait. Vous voyez tout de suite les nuances très, très spécialisées. Donc, la question qui est posée, c'est quelle doit être la place qu'ont les communistes dans cette bataille. Alors, il faut qu'on soit clair, l'Union européenne a été construite par les capitalistes et par l'impérialisme américain pour lutter contre le socialisme. Dans les années 1945, vous voyez, c'est... Reprenant d'ailleurs le vieux rêve de Hitler d'une Allemagne qui serait à la hauteur de l'Europe, c'est-à-dire une Europe hitlérienne. Les Américains ont décidé que cette Europe, elle serait américaine. Alors ça s'est pas fait sans contradiction. L'impérialisme français a montré des dents. Il s'est doté de la bombe atomique, ce qui n'est pas quelque chose de positif, contrairement à ce que pensent certains. L'impérialisme français s'est placé à un moment donné comme jouant les rivalités entre l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Mais sur le fond, vous pouvez me dire à un moment donné, pour ceux qui connaissent, en quoi De Gaulle s'est opposé à l'Union européenne, c'est-à-dire à cette union des bourgeoisies ouest-européennes pour lutter contre l'Union soviétique, pour lutter contre les pays qui étaient colonisés et qui se battaient pour la décolonisation, pour lutter pour que le Vietnam ne subisse pas l'agression américaine, etc. Jamais. Bien sûr, il a pris des positions sur celles de l'impérialisme français, mais ces positions-là, en aucun cas, ne peuvent être considérées comme des positions qui sont progressistes. C'est que nous, les révolutionnaires, nous utilisions les contradictions entre les uns et les autres, c'est une chose. Mais par contre, une autre chose est de considérer que De Gaulle serait un personnage au-dessus des classes, etc. Donc, il était l'homme de l'impérialisme français, et comme tel, sa politique ne peut pas être une politique qui soit jugée purement et simplement positive, car c'est une politique qui va à l'encontre des intérêts de l'époque. Et d'ailleurs, demandez au peuple d'Afrique ce qu'ils en pensent sur toute cette période. Je rappelle quand même qu'entre Fulbert Youmou, le Tchad, le Cameroun, etc., les crimes de l'impérialisme français ne se sont pas atténués à l'époque de De Gaulle. Ils ont même eu une espèce de regain dans le cadre de la décolonisation. Donc, vous voyez, c'est une question qui s'est ensuite poursuivie avec la chute du socialisme, la victoire de la contre-révolution, la poussée vers l'ouest, et où les différents impérialismes qui étaient en place ont essayé de tirer les marrons du feu au maximum. Alors, vous allez me dire, certains vont me dire, mais c'est les Allemands qui s'en sont tirés, c'est les Allemands qui ont tiré les marrons du feu. Ben, c'est pas vrai. Que l'impérialisme français ait été, excusez-moi l'expression, on ne la donnera pas à la télévision, mais ont été assez courts pour ne pas prendre leur chance, ça c'est leur problème, c'est pas le mien. La réalité des choses, c'est que l'impérialisme français et l'impérialisme allemand, et l'impérialisme britannique, et les impérialismes du Benelux, et etc., se sont tous précipités comme la mort sur le pauvre monde pour essayer de tirer bénéfice de la chute du socialisme et du rétablissement du capitalisme. Donc par conséquent, cette Union européenne, de ce point de vue, elle n'est pas récupérable. Elle n'a pas été construite pour ça, elle n'a pas été construite pour les peuples, elle a été construite pour le capital. Et je vais rajouter autre chose.
c'est que cette Union européenne, vous ne pouvez pas en faire l'histoire si vous ne parlez pas de l'OTAN. Si vous ne parlez pas de cette structure militaire que les Américains ont imposée à leurs alliés en 1949 pour justement, d'abord, les affaiblir d'un certain côté dans le cadre de la rivalité entre les différents impérialismes, mais aussi pour les mobiliser de manière à ce que le socialisme ne puisse pas se développer. Et de ce point de vue, si on regarde à l'échelle historique, la politique menée avec l'OTAN a été une politique qui s'est avérée victorieuse du point de vue impérialiste. C'est eux qui l'ont remporté dans la bataille. Donc par conséquent, cette Union européenne, dont on voit que les 6 premières puissances sont toutes, 5 d'entre elles sont dans les fondateurs de l'OTAN. La 6e rejoint l'OTAN en 1955-1956, ce qui d'ailleurs se traduit par la création du pacte de Varsovie, c'est la République fédérale allemande. Ces 6 États qui constituent l'Union européenne, quand ils s'élargissent, ils vont s'élargir et chaque fois, ils vont poser comme premier point pour adhérer à l'Union européenne l'adhésion à l'OTAN. Alors, les spécialistes me diront, ah ben attendez, non, la Suède n'est pas membre de l'OTAN, la Finlande n'est pas membre de l'OTAN, l'Irlande n'est pas membre de l'OTAN, et l'Autriche n'est pas membre de l'OTAN. Ouais, mais justement, comme dans tout, il y a toujours les exceptions qui confirment la règle. Les Irlandais, vous leur auriez dit, on rentre dans l'OTAN avant de rentrer dans l'Union européenne, le Sud refusait d'y rentrer. Je rappelle qu'il a fallu quand même qu'ils votent 5 fois, et 5 fois on les a fait voter jusqu'à ce qu'ils votent comme on leur demandait de voter. Eh bien, les Irlandais, c'était pour des raisons historiques, ils ne voulaient pas rentrer dans l'OTAN, qui était aux mains des États-Unis, et surtout, il y avait l'Angleterre. Et donc, par conséquent, si on voulait qu'ils adhèrent à l'Union, il ne fallait pas leur les mettre dans l'OTAN. Les Finlandais, ils ont un traité avec l'Union soviétique qui a été reconduit avec la Russie, qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir de troupes sur leur territoire qui soient hostiles à leurs voisins. Par conséquent, les Finlandais, contrairement à ce qui se dit dans la presse occidentale, les Finlandais ne sont pas pour qu'il y ait un état de guerre entre la Russie et la Finlande. Donc eux, si on leur avait proposé de rentrer dans l'UE avec l'OTAN, ils auraient dit non. On leur a fait cadeau. Les Autrichiens, il y a un traité international de 1956 qui interdit à l'Autriche d'appartenir à quelque alliance militaire que ce soit. Vous comprenez bien que si on leur avait fait le coup de l'OTAN, d'abord les Autrichiens n'auraient peut-être pas été d'accord, quel que soit le degré de conscience politique dans ce pays, mais en plus, ça rentrait en contradiction avec les traités mêmes que les impérialistes avaient signés. Donc par conséquent, on comprend pourquoi il y avait une telle réticence. Et quant au 4e, il s'agit de la Suède. La Suède, la bourgeoisie suédoise, elle a toujours misé sur sa neutralité dans les rivalités interimpérialistes pour pouvoir faire des profits, et qu'elle s'est dit que finalement, pour sauver l'avenir, il fallait peut-être essayer de préserver les nobles. Donc par conséquent, tous les autres, et on le voit aujourd'hui avec la Macédoine, on le voit aujourd'hui avec l'attitude scandaleuse de ce monsieur Tsipras qui donne au président de la Macédoine du Nord les allures d'un partisan de la paix, alors qu'en réalité, le traité entre la Grèce, membre de l'OTAN, et la Macédoine, candidate à l'OTAN, elle est destinée uniquement à faire en sorte que la Macédoine en question, elle rentre dans l'Alliance Atlantique. Donc par conséquent, là-dessus, rien n'a changé. Rien n'a changé. Si, ce qui a changé, c'est que hélas, il n'y a pas le socialisme en face, mais remarquez bien une chose, c'est que les différents impérialistes n'ont toujours pas réglé la question de savoir comment ils allaient s'emparer des richesses de l'ex-Union soviétique, et en fait, aujourd'hui, ça passe par comment ils vont piquer les richesses de la bourgeoisie russe au détriment du peuple russe et aux grands avantages de l'impérialisme. C'est la raison pour laquelle j'ai terminé. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la bataille dans l'Union européenne n'est pas une bataille pour telle ou telle chose,
La bataille, c'est pour effectivement faire en sorte que l'Union européenne se brise. Qu'elle se brise pour le peuple de France, évidemment, mais qu'elle se brise aussi pour le peuple allemand, qu'elle se brise aussi pour le peuple belge, qu'elle se brise aussi pour le Benelux, qu'elle se brise pour l'ensemble des peuples du continent, et je crois que pour les plus faibles, plus encore que pour les autres, puisque vous avez vu comment, dans les dernières années, ils ont pu traiter le peuple grec, le peuple espagnol, le peuple portugais et le peuple italien, et que par conséquent, on le voit bien, personne au niveau des forces populaires, personne au niveau des classes ouvrières n'a intérêt à ce qu'une machine de ce type puisse continuer à exister. C'est la raison pour laquelle, pour nous, un des critères fondamentaux pour reconnaître un parti communiste en Europe et un parti qui ne l'est plus, c'est la question de l'Union européenne. Les partis qui sont membres de partis de la gauche européenne, pour nous, ne sont plus des partis communistes. Ce sont des partis adversaires. Ce sont des partis qui vont, y compris jusqu'à proposer, ce qui s'est fait il y a près d'un an, qui vont jusqu'à proposer que Tsipras ait le prix Nobel de la paix pour son opération avec la Macédoine du Nord.